Nous étudierons aujourd'hui le marketing non conventionnel. Au cours de ce module, nous traiterons et nous rappellerons les attentes des consommateurs à l'heure actuelle, quelle est la définition du marketing non conventionnel et quelles sont les nouvelles techniques et marketing. Donc, pour en parler avec nous aujourd'hui, Marcel Saucé, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes professeur-chercheur à l'Université de San Diego, spécialisé justement dans l'innovation et le street marketing, et vous êtes également créateur d'un laboratoire de conseil. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, en introduction, pouvez-vous nous dire quels sont aujourd'hui les nouveaux comportements et les attentes des consommateurs Au niveau de la publicité, des actes de consommation. Au niveau, de tous les supports visuels qu'il peut voir aujourd'hui. Le consommateur moyen est exactement le même que vous, que moi, que nos téléspectateurs. C'est quelqu'un qui est totalement saturé par la publicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un consommateur moyen est entouré par 30 000 marques tous les mois. Il y en a de partout. Plus de 6 000 messages publicitaires par mois. C'est-à-dire que la publicité, il en a un peu assez. Il y a de la publicité dans tous les domaines, il y en a dans la rue, dans les cinémas, dans les toilettes. Il y a même des jeux expérientiels avec de la pub, il y a du placement de produits. Donc l'idée, c'est que le consommateur n'est pas contre, en termes d'attente, un peu de créativité dans les supports. Alors justement, est-ce que le marketing traditionnel permet, je dirais, de répondre à ces nouvelles attentes ? Le marketing traditionnel, globalement, puisqu'on peut remonter à très loin pour des recherches, est basé sur un modèle qui s'appelle les 4P. Alors, qui a été inventé, il y a peu de gens qui le savent, mais ça a été inventé dans les années 60. Au début des années 60, dans un livre qui s'appelait Basic Marketing and Managerial Approach, quelque chose comme cela, et le monsieur qui l'a inventé, McCarthy, a défini 4 politiques donc, qui permettent de prévoir l'ensemble de la communication, de la politique prix-produit, etc. lorsqu'on va lancer un nouveau produit ou un nouveau service. Bon, 50 ans plus tard, ce modèle est un petit peu daté, même si c'est toujours le modèle référent. Déjà, maintenant, on a une prédominance des services. On parle toujours des 4P. Le premier P, c'est un produit, alors qu'on a les 2 tiers de l'activité économique dans le monde occidental qui est basé sur le service. Et puis maintenant, il y a le poids d'Internet, de nouveaux médias qui n'ont pas été pris en compte au départ. Alors, bien sûr, on a amélioré les 4P pendant des années, ce modèle prédominant du marketing, mais ce serait bien de l'adapter un petit peu, notamment en 2013. Oui. Alors justement, est-ce que vous avez des exemples de nouvelles techniques marketing, comme le 5P2I notamment ? Alors oui, c'est vrai que le 5P2I, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus dans les laboratoires de conseil innovants. C'est un modèle qui avait été inventé par Thomas Zella au début des années 2000. Donc un 5e P qui mise énormément sur le partenariat. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des partenaires à l'extérieur de l'entreprise. Et 2 choses qui sont essentielles, la démarche d'innovation, donc le I, et l'identité sensorielle, puisque maintenant on ne peut plus vendre un produit sans penser à une identité sensorielle globale. Je prends un petit exemple tout simple. Abercrombie & Fitch, que vous connaissez certainement, ils vendent des vêtements, mais on n'y va pas pour acheter un vêtement, on y va pour entendre une musique qui est extrêmement forte, pour se faire prendre en photo avec un vendeur qui est torse nu et qui est extrêmement bien bâti, sentir un parfum extrêmement fort également. Bon, tous ces éléments font que ça va décupler votre capacité à acheter, puisque vous allez perdre vos repères traditionnels. On va au-delà du produit. Ah oui, oui. Bon, clairement, on n'achète pas le vêtement. C'est un peu comme l'ice bar. On va boire un verre dans un bar en glace, en Scandinavie ou même à Paris ou à Londres, on n'y va pas pour boire un verre, on y va pour payer 5 fois le prix du verre classique, mais dans un environnement de glace. Alors je reviens à ce que vous avez dit en introduction, pourquoi le consommateur aujourd'hui est saturé ? Alors il est saturé parce que les entreprises sont de moins en moins créatives. Il y a saturation des messages publicitaires, il y a saturation des marques, il y a multiplication des produits. Il faut savoir que la plupart des produits que nous consommons, quand je dis la plupart, 7 à 8 produits que nous consommons aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc il y a multiplication des lancements, multiplication des services, multiplication des marques. Alors forcément, il faut se battre beaucoup plus en termes de créativité pour attirer son attention. Un point aussi qui est assez intéressant, maintenant pour attirer l'attention du consommateur dans un linéaire de supermarché, vous avez extrêmement peu de temps, ça se compte même plus en secondes, ça se compte en dixièmes de seconde. Vous avez quelques même centièmes de seconde pour attirer l'attention d'un consommateur dans un linéaire de supermarché. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec la tendance d'Internet et le poids des réseaux sociaux, est-ce que justement Internet n'étouffe pas toutes les autres sortes de marketing ? Alors Internet, ça a énormément aidé les petites entreprises, puisqu'il y a pas mal de téléspectateurs qui sont justement des entrepreneurs. Ça a aidé beaucoup d'entreprises à créer d'une manière originale, enfin en tout cas à se différencier dans le marketing moderne.
Alors, Internet et les réseaux sociaux, est-ce que ça écrase les autres? Bon, il faut savoir que le marché de la com, de la pub dans le monde, c'est grosso modo 500 à 600 milliards de dollars dans le monde. Les 2/3 de ces 500-600 milliards de dollars, c'est quand même du hors média. On n'est pas vraiment dans Internet. Donc, il n'y a plus qu'un tiers qui est constitué par les grands médias. Et dans ce tiers, avec les grands médias, puisqu'il y a 6 grands médias, il n'y en a qu'un qui est Internet. Bon, donc il n'écrase pas les autres, mais c'est un support qui, évidemment, connaît moins la crise que les autres, puisqu'il est moins cher, le droit d'entrée est beaucoup moins cher. On peut être très créatif sur Internet. Donc, il ne va pas écraser, il prend de plus en plus de poids, mais pour le moment, les autres sont là. Et surtout, les autres vont s'appuyer sur Internet. C'est-à-dire que Internet est un relais. C'est surtout ça qu'il faut voir. Alors, moi, je suis un spécialiste du street marketing. On peut créer, par exemple, le buzz à partir de la rue, et c'est Internet qui va le diffuser. Mais ce n'est pas forcément toujours le point de départ. Alors, on évoquera le street marketing dans un autre module, par ailleurs. Donc, finalement, qu'est-ce que le marketing non conventionnel? Qu'appelle-t-on par là, ces nouveaux systèmes ou techniques de vente? Alors, justement, c'est ça où on parlait du street. C'est une transition assez intéressante, puisque le marketing non conventionnel, c'est un marketing qui a été inventé par un monsieur qui s'appelait Levinson en 1984 aux États-Unis. Bon, c'est très américain comme concept. Ça repose sur quelque chose de très simple. Il faut que les opérations de com, soit de promotion de la marque, soient peu coûteuses et extrêmement créatives. Donc on ne se base plus sur les budgets exceptionnellement élevés des grandes marques telles que Coca-Cola, McDonald's, etc. On va se baser sur un budget bas et sur une créativité hors norme. Alors ça s'appelle guerrilla marketing aux États-Unis. En France, on va parler de marketing alternatif. En italien, on va parler, excusez-moi, de marketing non conventionnel. Donc, ce sont des notions qui sont assez proches. Après, chacun a sa langue, chacun essaye de l'adapter dans son propre langage. Alors, on parlait de temps en temps du terme guérilla marketing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment différent du marketing non conventionnel? Alors, c'est assez proche, le marketing non conventionnel et le guérilla marketing. Le guérilla marketing, dans les travaux que j'ai effectués avec le professeur Cova de l'Université Bocconi de Milan, nous avons justement rassemblé toutes les techniques de guérilla marketing. Alors, depuis les années 80, les nouveaux concepts marketing, il y en a pléthore. On a peut-être 50 nouveaux concepts marketing depuis 1985. Donc, le guérilla marketing, je divise grosso modo en 4 grandes dimensions. Le street, c'est pour ça que je parlais de transition tout à l'heure avec le non conventionnel. Le street marketing. L'ambush marketing, c'est lorsqu'on va profiter d'un événement et parasiter un événement. Alors, je pourrais donner quelques exemples plus tard si ça intéresse nos téléspectateurs. Le stealth marketing, c'est du marketing caché, un peu comme le placement de produits. Et le dernier, le marketing viral, le buzz. Alors justement, 4 grandes notions ou nouvelles techniques. Vous pouvez justement nous citer des exemples? Oui, on va prendre quelques exemples assez simples à illustrer. On va commencer par l'ambush. Alors, ambush marketing ou parasitic marketing, c'est un type de marketing qui consiste à profiter de la notoriété d'un événement sans qu'on soit vraiment invité. Alors je vous donne un petit exemple. On va citer 2 fois Abercrombie aujourd'hui. Abercrombie a payé des consommateurs, enfin plutôt des futurs employés de la marque, à suivre Barack Obama, pendant une campagne présidentielle. Et leur rôle, leur job, était de rester derrière Obama avec des grands t-shirts Abercrombie et Fitch. Et il y avait plusieurs millions de personnes qui regardaient le discours d'Obama, mais sur plusieurs semaines. Et à chaque manifestation d'Obama, ces 3 personnes étaient vraiment payées. Ils devaient rester derrière Obama, à quelques mètres. Et on voyait toujours, les photos sont très impressionnantes, puisqu'on voit Obama et derrière, il y a 3-4 personnes avec des t-shirts Abercrombie et Fitch. Donc c'est du parasitage d'événements. Donc ça, c'est l'ambush. Le stealth, c'est du marketing caché. Une opération que j'aime bien, moi, de stealth marketing, c'est Sony Ericsson en 2011. Ils ont décidé de payer des gens à New York pour prendre des photos avec des appareils, des téléphones, appareils photo. Et ils demandaient à des gens dans la rue, imaginons que vous soyez à New York, vous êtes touriste, et puis il y a quelqu'un qui va vous demander de le prendre en photo. Il vous donne son téléphone, vous le prenez en photo. Et là, vous allez dire, parce que vous avez été présélectionné, bien sûr. Et là, il va dire, il est beau votre téléphone. Là, la personne va dire, oui, c'est le dernier Sony Ericsson, il est vraiment très bien. Ah oui, puis il fait de belles photos. Oui, 13 millions de pixels, il est super. Bon, passez une bonne journée. Et c'est une opération de stealth marketing, c'est-à-dire que des gens ont été payés pour se faire prendre en photo et en 15 ou 20 secondes, faire une petite publicité de la marque sans que le consommateur soit au courant. S'en rendre compte. C'est incroyable, c'est du stealth marketing. Vous avez un très bon film à ce sujet qui s'appelle La famille Jones, qui a été réalisé par un monsieur qui s'appelle Derek Bort.
qui intervient souvent dans mes cours d'ailleurs aux États-Unis, donc le réalisateur de ce film, la famille Jones. C'est une famille voilà, qui fait du stealth marketing. Ensuite, nous avons le buzz. Ça, c'est assez classique, hein, depuis le livre de Cap Ferrer en 86 ou 87. L'idée, c'est de faire du bouche à oreille. Ça remonte à la publicité subliminale des années 50. Et enfin, le street marketing ou ambient marketing, donc plutôt une notion anglo-saxonne, l'ambient marketing. Il s'agit de promouvoir la marque dans la rue. Voilà, donc ce sont les 4 dimensions du guérilla. D'accord. Pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil pratique à donner aux chefs d'entreprise qui pourraient nous écouter et qui souhaiteraient effectivement se lancer dans une campagne, je dirais, de marketing non conventionnel? Alors, bien sûr, pour la campagne de marketing non conventionnel, il y a un premier conseil, c'est n'hésitez pas à me contacter. Je le dis sous le ton de la plaisanterie, mais c'est plus sous le ton du conseil, parce que tout le monde peut faire une campagne de guérilla marketing qui se réussit généralement sur 6-7 mois, 2-3 mois, voire 1 an, et qui peut se rater en un jour. C'est-à-dire que tout le monde pense avoir l'idée de génie, et lorsqu'il y a l'application au terrain, ça peut être une catastrophe. Une campagne d'embouche qui est ratée, la marque Opro a décidé de faire une très belle campagne d'embouche marketing. Vous savez, c'est parasiter l'événement. Ils ont demandé à un joueur lors de la dernière Coupe du Monde de rugby de porter un protège-dents Opro. Okay, et lorsque le joueur courait, il faisait comme ça. C'est-à-dire qu'il montrait son protège-dents avec la marque Opro designée sur le protège-dents. Alors c'était totalement ridicule et en plus, l'entreprise s'est pris une amende. Donc, voilà, un exemple raté. Un exemple totalement raté d'une campagne de guérilla qui n'a pas été bien travaillée en amont. Donc mieux vaut être accompagné. Oui, c'est vrai. Comme c'est un sujet assez nouveau, la réglementation française est beaucoup plus complexe que dans certains pays où ces concepts sont nés, comme aux États-Unis. Moi, par exemple, je vois de plus en plus de personnes qui portent des tatouages de marque en Californie, puisque je donne cours là-bas. C'est quelque chose qu'on commence à introduire en France, mais c'est très difficile, les mentalités ne sont pas les mêmes. Et là, on a fait une opération de marketing non conventionnel, justement basée sur des tatouages, avec une grande marque française. Marcel Saucé, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. Et l'on vous retrouve pour évoquer plus en détail le street marketing. Merci.